pense qu'il y a une vraie question qui est ouverte par la conjoncture numérique et qui est très intéressante, qui est qu'est-ce que publier? On peut dire, publier, c'est placer un post sur une page web, et c'est donc lâcher du signe dans un espace accessible, mettre en accès, mais je pense que du signe placé de cette façon, c'est strictement du bruit. À moins d'être un entomologiste, un archiviste comme les parfois Robert Darnton, et d'avoir une démarche extrêmement volontaire pour aller rechercher tel ou tel type d'expression, l'essentiel de la consommation de sens, si vous voulez, se fait à travers des noms propres. Et un auteur n'est identifié comme auteur que quand il a été autorisé par un éditeur qui dit oui, lui c'est un auteur, j'écris son nom à côté du mien sur la couverture du livre ou sur le site web sur lequel j'affiche son expression, et je construis de manière beaucoup plus subtile qu'une simple représentation du code, si vous voulez, ne le laisserait comprendre, la prescription et le fait qu'il s'agit effectivement d'un message adressé au public et prescrit. Donc ce n'est que quand on combine la création et la diffusion que finalement ça devient efficace. Quand on arrive à faire les deux. Je n'étais pas invité dans les colloques comme celui-là avant d'avoir publié un livre chez un éditeur qui est dans la salle. Et on a fait un deal ensemble dans lequel je touche extrêmement peu de droits d'auteur, mais dont je bénéficie d'effets externes, pour parler le jargon économiste, grâce au co-branding ou à l'adossement que nous avons eu. Ça va nous ramener à plein de débats tout à l'heure avec l'indexation et savoir comment on se fait connaître. Est-ce que vous avez soit une question l'un pour l'autre, ou éventuellement est-ce que tous ceux qui sont invités au colloque pour poser des questions, ont-ils envie de poser une question à nos invités? Oui, moi il me semble que précisément vous avez deux approches qui sont extrêmement différentes, c'est-à-dire que la question est de savoir, le statut de l'individu est en train d'évoluer complètement. Hein. La phase d'appropriation par l'individu de sa créativité, considérer qu'il doit en être le propriétaire et qu'il doit gagner de l'argent dessus, est extrêmement récente. Quand on prend une échelle de temps plus large, comme vous venez de proposer de le faire, les créateurs n'étaient pas d'abord des gens qui cherchaient à gagner de l'argent sur ce qu'ils faisaient. Leur notoriété n'était pas nécessairement liée à la dimension économique et financière. La question est de savoir si Internet et la numérisation ne va pas rechanger complètement la donne. Est-ce que le rapport de l'individu à ce qu'il fait va nécessairement conserver son rapport, j'allais dire, de bourgeois propriétaire? Est-ce que nécessairement la personne va pouvoir continuer à prétendre rentabiliser les actes de parole et les actes de production d'images tels que ça a fonctionné pendant la petite parenthèse de 2 siècles que nous venons de vivre? Merci. Alors ça, c'est une question qui doit avoir au moins 50 réponses ou probablement plus, mais est-ce que vous pouvez donner un nom, et puis James Ball aussi, peut-être un mot de réponse à cette, ou de réaction d'ailleurs, peut-être plutôt. Alors la propriété n'est jamais populaire parce que c'est évidemment une institution qui est asymétrique. C'est la société qui autorise l'individu à jouir d'un privilège d'exclusivité. Donc au nom de la société, on octroie à l'individu un avantage exclusif. Et de manière récurrente, la société se demande si elle a bien raison de sacrifier cette destinée collective en donnant à des individus des délégations de souveraineté d'une certaine façon. Et ça choque néanmoins, ou ça peut choquer certains discours libertaires ou très, très communistes primitifs, et même pas que primitifs. Il n'empêche que d'un point de vue, de l'organisation sociale, la propriété est une institution qui existe bien souvent même dans les sociétés primitives et qui est un élément absolument fondamental de l'organisation économique et industrielle moderne. Je ne pense pas qu'on puisse revenir là-dessus. Do you have any I do, thank you.
Actually, I think this will allow me to deal with 2 points at once, both the excellent question that you asked and that relates to Olivier's comments, but also related to something that I think from President Sarkozy's comments yesterday and from a persistent view in France, which is that the sacred droit d'auteur stands in opposition to the Anglo-American copyright system driven purely by economics, by the vision of bourgeois ownership. Actually, people who extol the droit d'auteur might profit from looking at the origins of the droit d'auteur in France, at the debates at the time immediately after the French Revolution between Diderot and Condorcet. Diderot had been hired by the publishers, and let me say, if you can get Diderot to be your FLAC, your public relations person, you're doing pretty well. This is a high-quality person. Condorcet took the opposite position. Diderot's position was that the author's right was perpetual, it was natural, it was subject to no limitation, and somewhat ironically, it should be very easily transferred to publishers who would then have perpetual rights. So that the part didn't seem to flow quite as well from the argument, but that's who he was working for. Condorcet, by contrast, said something very similar to, or similar to some of the things that Olivier is saying. He said, no, the question is whether or not the state shall stop some people from using the words they want to speak because they were first in the mouth of another. The question is a question of liberty. It is as simple as that, and the only justification for interfering with that liberty is if it is necessary. Is it necessary? Are literary privileges necessary? He concluded, no. What we instead need was something like a brand. He said, in fact, what you should have is, this is the James Boyle authorized version of the book. People will want to buy that version more than the ones that are not authorized, because perhaps I will have proofread it better, it will be a better version, but no copyright control, no copying. What is the copyright system we have? It is not Diderot's. It's not perpetual, although it's getting there. It is not absolute, although with the current Hadopi enforcement agenda, the SOPA, e-parasite, and so forth, again, it's getting there. But it is also not Condorcet's, which was simply this idea of, I claim an assertion to this work. I have a relationship to this work. Not the right of paternity alone, but the right of paternity and attribution. So it seems to me that actually the tradition of les droits d'auteur has and always has had the same concern that the Anglo-American tradition has, which is, are the droits d'auteur necessary and good? Yes. Then one comes to the question, and how far should they extend? And that is the crucial question. I used to faire du stop, to hitchhike in France. It did not occur to me that French people are notorious for their respecting of traffic laws. This didn't seem to me that this was a nation that entirely respected the laws of the road. We could have perfect enforcement of the traffic laws. We could have chips in every car. We could have cameras everywhere. We could have governors that turn off the engine. And it would save lives, in fact. The question is, would that be worth it empirically? Would the cost of enforcement, because every enforcement has a cost in privacy, in liberty, in money, in police resources, be worth it? I think not. And I think, to be honest, that is the question we must ask in our copyright enforcement debate. It is not piracy, I love piracy. It is, how much enforcement, how far the right, what do we sacrifice, what are we willing to sacrifice? And that, ironically, is a question that Diderot and Condorcet were debating 200 years ago. Olivier, je crois que... Thank you, James. Olivier, un dernier commentaire, et je crois qu'effectivement, ça dépasse largement la question simplement du financement, mais non, si vous pouvez apporter votre propos. Juste un mot, la propriété étant un droit asymétrique, bien évidemment, c'est à la société de le faire respecter. Et le droit ne prend son sens qu'à partir du moment où il ne coûte pas trop cher à faire appliquer. Or, si vous créez trop d'incitations pour que la technologie, l'inventivité s'ingénie à contourner l'application du droit, le droit devient très rapidement inapplicable, et c'est ce que James Boyle essayerait d'ouvrir comme piste. En revanche, si vous responsabilisez, c'est bien l'enjeu des discussions qu'il y a en ce moment dans cette nouvelle phase de l'exploitation d'Internet ou de son développement, si vous responsabilisez davantage les acteurs dans l'application du droit, vous pouvez créer à ce moment-là des mécanismes incitatifs qui vont rendre l'application du droit beaucoup moins chère, beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Merci beaucoup à tous les deux. Quelle jolie transition. Merci Olivier pour dire maintenant
restez là, pas loin, parce qu'on aura encore besoin de vous tout à l'heure pour les commentaires. Et donc, effectivement, on ne peut attendre pour savoir comment, justement, il est exercé dans les différents pays. Et donc, on accueille Bruno Perrin et l'étude d'Ernst & Young. Et donc, Bruno, donc, votre étude, je crois que vous êtes partenaire du forum depuis très longtemps. Vous êtes responsable des médias et entertainment chez Ernst & Young Europe, pour Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde. C'est important parce qu'on a vu que c'était un pays qui était très largement représenté au forum. Et vous avez établi, avec l'aide de Fabien Naftalski, qui est l'avocat d'Ernst & Young, société d'avocats, et qui nous apportera aussi son expertise sur les aspects juridiques, une étude des droits de la propriété intellectuelle dans les pays du G20. Et je crois que vous avez trouvé de l'information sur 16 d'entre eux. Est-ce que c'est bien exact? Donc vous avez regardé beaucoup de pays, vous avez regardé beaucoup d'aspects. Quelles sont les grandes conclusions qu'on peut en tirer et qu'est-ce qu'on peut résumer pour nos auditeurs? C'est un sujet à la fois très technique et vaste, donc oui. Je compte sur vous pour être aussi simple que possible. On va essayer d'être très terre à terre. Bon, merci Patricia. Je vous remercie chaleureusement de choisir une nouvelle fois Ernst & Young comme partenaire pour la réalisation des études du forum. Le point de départ de notre étude dans les pays du G20, c'est le constat que les nouveaux comportements des consommateurs et des usages qu'ils font des médias, avec l'évolution des moyens technologiques, génèrent des risques qui conduisent à repenser l'écosystème de la propriété intellectuelle dans l'environnement numérique. Ces risques, c'est la difficulté de gérer des droits compte tenu de la multiplicité des acteurs et des médias impliqués. C'est le développement de la contrefaçon qui s'est traduite par une destruction d'emplois dans le secteur et par la paupérisation des contenus et des finances publiques, puisque la fiscalité n'appréhende pas les contenus piratés. Et puis, comme rien n'est gratuit sur Internet, il y a le risque accru de sécurité des données et de non-protection de la vie privée. La première partie de l'étude, comme vous le voyez sur une carte, si on peut montrer la carte, projeter une carte, et Fabrice et Bruno, les Dupont. La première partie de l'étude, comme vous le voyez sur la carte, montre que le cadre juridique de protection de la propriété intellectuelle est relativement cohérent autour du G20, au sein du G20. Ça varie entre 50 et 100 ans, ça couvre tous les pays à peu près, et il y a des divergences, et Fabrice reviendra un petit peu sur les divergences qui persistent. Mais plus que le cadre légal, ce que nous avons trouvé, c'est que c'est sur la volonté de poursuivre les infractions et d'exécution des décisions que les écarts entre théorie et pratique sont notables. Les données que nous avons collectées font apparaître une très forte augmentation des poursuites et des condamnations pénales dans des pays comme la Chine et la Russie, sans que ça se traduise nécessairement par une réduction importante de la piraterie. Pour autant, dans certains pays comme le Royaume-Uni, où il y a 24 offres légales de musique en ligne, ou la Suède, la qualité de la protection de la propriété intellectuelle par la société a manifestement favorisé le développement d'une diversité d'offres légales de contenu et de partenariats entre créateurs et diffuseurs. Nous expliquons après que si la technologie a permis la dissémination sans contrôle du contenu, elle permet aussi maintenant d'apporter de la traçabilité et de la sécurité avec les tatouages et empreintes numériques. Le cloud computing offre énormément d'opportunités et de nouveaux business models de diffusion compte tenu de l'interopérabilité qu'il permet entre les supports. Mais le facteur d'universalité qui ressort le plus de notre étude, c'est l'impact nouveau éprouvé du risque de réputation, susceptible pour ceux qui ne se comportent pas en acteurs responsables de mettre à mal leur marque, dont on a déjà commencé à parler. Le public et les artistes placent de plus en plus leur confiance auprès d'opérateurs respectueux de la diversité et de la reconnaissance du travail des créateurs. Aussi voit-on les créateurs, les producteurs, les distributeurs, les agrégateurs, les diffuseurs et même les simples transporteurs converger autour d'un certain nombre d'intérêts et de valeurs. Et le droit, via des mécanismes contractuels innovants, comme les Creative Commons, va permettre de répondre tant aux logiques communautaristes et de gratuité qu'aux ambitions plus entrepreneuriales qui contribuent toutes à l'universalité de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle demeure l'élément clé en matière de promotion de l'innovation et de la création, et tous ont intérêt à sa défense pour assurer la pérennité de la croissance de leurs activités. Eh bien,
Merci beaucoup. C'était un résumé très simple bref. et clair, mais en plus, vous avez l'étude, je crois, dans les dossiers qui vous ont été remis. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Voilà, on vous la montre. Et voilà. Donc maintenant, on a Parce que nous cédons l'étude sans droit et le forum peut l'utiliser et elle est accessible à tous. N'est-ce pas qu'ils sont formidables et qu'on a bien fait les avoir comme partenaires. Et la maison Gallimard, qui fait la gentillesse de publier ce livre, les auteurs du forum renoncent aussi à leurs droits. Donc c'est possible. Alors, merci Bruno, on a eu les faits, on a le droit, puisqu'effectivement, en tant qu'avocat, vous êtes responsable des activités de propriété intellectuelle et de droit informatique. Et donc, quels sont les éléments de divergence tels que vous pouvez les voir avec votre regard entre les différents pays? Donc, je vais partager avec vous trois constats. Vous allez être à la fois déçu et rassuré. Rassuré, le premier constat, et Bruno a commencé à en parler, c'est qu'on a une forte convergence sur la propriété intellectuelle dans les pays du G20, et depuis fort longtemps, puisque la Convention de Berne date de la fin du XIXe siècle. Donc les fondamentaux de la propriété intellectuelle, a fortiori les fondamentaux du droit d'auteur, le distinguo, droits patrimoniaux, droit moral, sont des fondamentaux qui existent depuis fort longtemps. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un certain nombre de divergences qui ne sont pas anodines. Alors je ne vais pas me livrer un catalogue à la Prévert, mais pour autant il y a déjà une grande série de divergences qui résultent du distinguo entre les pays de droit d'auteur, qui sont plutôt des pays civilistes, et les pays dits de copyright, qui sont les pays de common law, pour l'essentiel les pays du Commonwealth. Et donc il y a des différences notables. Alors je vais en citer quelques-unes. On a bien le droit moral dans les pays de copyright. Pour autant, le droit moral, qui n'est pas cessible entre vivre dans les pays de droit d'auteur, alors sachant que le droit moral, ça correspond au droit pour l'auteur d'être reconnu comme le géniteur de son œuvre, d'être reconnu comme le garant de l'intégrité de son œuvre. Ce droit moral, il est cessible, on peut y renoncer dans les pays de copyright. Donc ça, c'est un élément important parce que ça peut effectivement se traduire par l'impossibilité pour l'artiste de contrôler la manière dont son œuvre est exploitée in fine. Autre exemple, c'est l'œuvre de commande, c'est la jurisprudence américaine, au terme de laquelle le donneur d'ordre, celui qui va commander une œuvre, celui qui va la financer, va se voir céder automatiquement les droits patrimoniaux sur l'œuvre. C'est aussi une spécificité du copyright. Alors après, il y a d'autres différences. La copie privée, elle n'existe pas encore au Royaume-Uni, mais ça ne va pas tarder. On a un statut des œuvres orphelines au Canada, aux Pays-Bas, mais pas encore dans l'ensemble des pays d'Europe. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces constats. Un autre point qui nous a paru important, au-delà des différences sur la propriété intellectuelle, et qui crée beaucoup d'insécurité juridique aujourd'hui, c'est la question de la responsabilité des prestataires techniques. Car là, effectivement, on a des très fortes divergences entre les pays comme ceux de l'Union européenne qui ont mis en place un régime de quasi-impunité au bénéfice de ces prestataires techniques, et puis d'autres pays qui reconnaissent quasiment une responsabilité de plein droit, une responsabilité directe, comme le Japon et aussi au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, je crois qu'il y a deux rapides questions que j'aimerais qu'on puisse traiter quand même, qui sont importantes. C'est effectivement les pirates. Le président de la République en a beaucoup parlé, c'est un sujet, il nous a promis un Adopi 2, 3, 4 et peut-être plus, sur l'évolution des comportements. Je crois qu'il a dit hier qu'Adopi avait eu au moins le mérite d'être une sensibilisation et de faire qu'une génération entière qui pensait que tout était gratuit réalisait que finalement, cette gratuité-là pouvait avoir une composante de vol. Et donc, qu'est-ce que vous pensez des pistes que vous avez identifiées, des argumentaires, des arguments qu'on a pour lutter efficacement et comment est-ce qu'on se remet au goût du jour dans le paradoxe français de la gratuité et les débats d'idéologie qui avaient eu lieu à un moment donné? Oui. On a effectivement essayé de lister un petit peu les arguments invoqués par les internautes pour pirater, et ça donne peut-être des pistes, voire des solutions pour juguler ce fléau. On a été, si on peut dire, relativement agréablement surpris par les causes qui sont mises en avant dans la consommation illégale d'Internet. Et on peut peut-être les projeter à l'écran, ce sera un peu plus facile pour les gens de poursuivre. Hein. Quand on les regroupe un petit peu par nature, on observe que 5 sur 8 d'entre elles sont liées à des problématiques de distribution. Où, quand, comment. Alors il s'agit de la disponibilité immédiate, de la facilité qui est donnée par les moteurs de recherche,
de l'accès quand on ne dispose pas des services adéquats. Et aux États-Unis, il y a Hulu, iTunes, Netflix, qui sont largement utilisés aux États-Unis. De l'interopérabilité sur les supports et aussi d'une organisation de l'exclusivité qui font les 5 problématiques dont je voulais parler, qui tournent autour de la distribution, alors qu'ils sont légiférés en partie, mais qui tournent autour de problématiques de distribution. Ensuite, il y a la question de la méconnaissance des utilisateurs, de leurs obligations et du rôle des droits d'auteur. Et je pense que cette question devrait trouver une réponse dans les mécanismes pédago-éducatifs qui sont en train de se mettre en place. La question de la restriction, de la censure des pouvoirs publics dans certains pays et celle des libertés fondamentales. Bon, et puis je ne vais pas la traiter ici. Et il reste donc la question du prix, dont on a parlé l'année dernière dans la monétisation, et qui n'est pas illégitime, mais qui est en train de trouver des réponses tant dans les offres légales gratuites que dans celles du streaming ou dans l'effet volume qui rend beaucoup moins aigu le prix d'un élément individuel. Donc on pense que les alliances entre les différents opérateurs qui vont proposer des services à la fois légaux, plus simples et faciles d'accès sont un des moyens les plus efficaces pour juguler le fléau. En 2 mots, pour battre la piraterie, il faut proposer un meilleur service qu'elle. Alors, c'est très frustrant parce que ce n'est même pas vous qui allez répondre à toutes ces questions. Vous avez identifié tous les constats et les réponses nous seront apportées par nos panélistes de tout à l'heure, donc on aura largement le temps de commenter toutes les réponses appropriées qui convient de donner aux pirates. Un dernier constat que vous faites dans votre étude, tous les deux, c'est l'alliance entre les groupes de médias traditionnels, les nouveaux acteurs de l'Internet et les opérateurs de télécom. Est-ce que c'est une prise de conscience qu'on aura un monde meilleur si tout le monde s'entend? Est-ce que c'est une prise de conscience qu'il faut répondre à tous ces arguments? Qu'est-ce qui pousse tous ces gens-là à se parler ou à s'allier alors qu'ils ne le faisaient pas? Est-ce que c'est une révolution ou une évolution? Alors, on va peut-être faire montrer un petit peu les questions d'argent. On va peut-être faire un petit flashback sur l'évolution des puissances comparées des 3 catégories d'acteurs que vous mentionnez. J'ai mis à jour un slide. Je vois que Jules a les moyens. Merci, Jules. J'ai mis à jour un slide, un document qu'on avait préparé pour le premier forum qui montrait que les nouveaux acteurs, qui sont donc, on les avait identifiés à 4 ans, on ne s'était pas trop trompé, Google, Apple, Microsoft et Yahoo, les nouveaux acteurs avaient pour eux l'agilité. Il est frappant de voir comment leur évolution en 4 ans a été rapide. Donc vous avez à droite les nouveaux acteurs, et puis on avait listé les grands opérateurs télécoms mondiaux. Il y en a qu'un européen, il y a un chinois, il y a 2 européens avec Vodafone et 2 américains et un chinois. Les grands opérateurs, les grands groupes de médias traditionnels, là, il y a une domination américaine très nette, il n'y a que Vivendi qui n'est pas l'américain, et puis donc les nouveaux acteurs qui sont tous nés outre-Atlantique. Donc la capitalisation boursière des nouveaux acteurs a monté de 38%, quand celle des telcos et médias traditionnels baissait de 28%. Le cash disponible augmente de 800% pour atteindre 113 milliards d'euros, quand l'endettement des telcos et des médias n'a baissé en 4 ans que de 2%. Le chiffre d'affaires des nouveaux acteurs a augmenté de 153% contre 42% pour les autres, et les effectifs des nouveaux acteurs ont augmenté de 90% contre 1%. Donc ça continue à faire frissonner tout de même de voir la puissance et l'agilité qui reste chez ces nouveaux acteurs. L'an dernier, on avait indiqué que les médias avaient dans un premier temps servi à vendre des produits et des réseaux, et que dans un deuxième temps, ils pourraient peut-être bénéficier de ces technologies et infrastructures pour monétiser leur contenu. Il nous semble effectivement que le temps d'alliance responsable est arrivé. Elles sont rendues possibles par la constatation que l'arrogance ou la trop grande puissance des uns ou des autres n'est pas bonne conseillère. Rendues possibles aussi par les consommateurs et les créateurs qui deviennent de plus en plus exigeants sur le respect par les prestataires des questions d'éthique et de vie privée. Rendues possibles aussi parce que les politiques bougent et parce que l'absence de coopération entre acteurs multiplie les risques pour eux, les risques de réputation, les risques juridiques et puis aussi les risques de mauvaise gestion des flux qui deviennent de plus en plus complexes. Donc on a l'impression que c'est par leur marque et par la confiance qu'elles inspirent que les acteurs du numérique vont susciter la croissance de demain. Donc on est là aussi relativement optimiste sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont se mettre en place mais qu'on
on va confirmer auprès des acteurs eux-mêmes, peut-être. Ouf. Merci beaucoup de tout ça. Donc, si on retient un peu ce qui a été dit dans cette première partie de matinée, à la fois dans l'étude et dans le débat que nous avons eu tout à l'heure, on aurait assez envie de se dire que oui, la valeur